Only Boost Mobile. Boost Mobile? We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. C'est aussi une notion, en fait, quand j'ai vu que la vie d'artiste n'était pas fait pour moi parce que simplement c'est un milieu très difficile où il y a beaucoup d'ego. Et je me suis dérivé de ça pour aller vers tout ce qui est web design, tout ce qui est voilà. Donc un autre penchant artistique, mais dans le sens production industrielle, tu vois, dans le sens c'est une utilité. C'est pas juste de l'art où tu vas aller dans une galerie et tu vas apprécier un artiste en particulier. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Mickaël, donc salut Mickaël. Salut Fab. Ça va ? Ça va bien, écoute, il est un peu tôt, mais ça va. Oui, nous sommes à distance. Alors, comme la plupart de mes interviews, désormais, on est à distance. Mais alors toi, on est vraiment à distance. C'est-à-dire que tu es de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je suis de l'autre côté de l'Atlantique, je suis à Montréal. Ok. Qu'est-ce que tu fais de beau à Montréal ? T'es français à la base ou t'es québécois ? Je suis français. Je suis arrivé il y a 8 ans. Et je travaille ici depuis 8 ans, c'est ça. T'as vraiment fait ça pour... Enfin, t'es parti à Montréal pour travailler, c'est ça ? Entre autres, c'était des raisons personnelles et professionnelles qui m'ont fait bouger. Et tu t'es jamais reparti ? Non, puis en plus, je me suis marié à une Canadienne, donc on en reparlera, mais c'est sûr que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce que tu me racontais, Mickaël, tu m'as envoyé un mail, comme à peu près tous les gens qui passent dans ce podcast d'une manière générale, intitulé « Je vérifie mon compte bancaire 12 fois par jour ». Je me suis dit Mickaël, c'est ma cam. Très bien. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, oui. J'ai pas donné plus de choses, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne accroche. T'as pas donné beaucoup plus d'infos. Ce que tu m'as raconté aussi, c'est que d'une manière générale, t'es stressé parce que le système bancaire canadien, comme tu dis, est très punitif avec le score de crédit. Tu vas nous en parler un peu plus, qui est c'est un peu équivalent à ce qui se passe aux US, hein, c'est ça? Chaque personne a un credit score, c'est ça? Ouais, exactement, un score de crédit. Bon, on en reparlera plus en détail, mais c'est marrant parce qu'en fait, en vrai, en France, on en a aussi, mais on le sait pas. Oh, incroyable. Tu vas m'apprendre des trucs alors. Et en fait, ouais, tu m'as pas dit grand chose de plus. Et que, en revanche, c'était un vrai problème pour toi aujourd'hui de regarder ton compte bancaire autant. Ça te stresse à ce point? Ouais, ça me stresse pas mal parce que, comme je disais, le système est très punitif. Et parfois assez imprévisible. Et puis en plus, les systèmes sont pas spécialement intelligents. Il va pas y avoir d'alerte ou de message qui te dit attention, ton compte est bas, ou attention, on a prévu ce virement dans pas longtemps.
ce genre de choses. Donc ça demande pas mal de planification si tu veux pas te retrouver avec des pénalités, quoi. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu peux pas du tout aller sur un découvert, c'est ça? Sur aucun de tes comptes? Non, ça n'existe pas, le découvert. Le découvert Ok. n'existe pas. Le découvert n'existe pas. En fait, il existe, mais il vient te pénaliser encore plus. Ok, d'accord. Donc il faut mieux éviter. Ok. Mais tu vois, typiquement, moi l'autre jour, je me suis rendu compte que j'étais à découvert sur mon compte courant parce que juste j'avais complètement oublié, tu vois, de faire un transfert quelques semaines plus tôt. Et bon, tu vois, j'ai été à découvert de quelques euros. Tu veux dire que ça, c'est vraiment pas possible d'une manière générale? Techniquement, ça, c'est possible, mais ça va s'ajouter à toute ta dette, en fait. Et de manière très négative, puisque dès que ça tombe dans une dette, c'est genre 20% d'intérêt de dette. Donc, Ouais. bon. Et ça vient impacter directement ton fameux credit score, alors à ce moment-là, c'est ça? C'est Même ça. si ça dure une journée. Ouais, même si ça dure une journée. Si je sais pas, si t'as loupé une journée parce que t'étais occupé, hop, le lendemain, tu te retrouves à aller sur ton compte et te rends compte que tu dois $500 de plus parce que, mais pas comme un désagio. Beaucoup plus grave que ça, donc c'est ça. Ah, c'est plus grave que des agios, comment ça? Ça vient directement s'ajouter dans tout ce qu'on appelle le crédit global, quoi. Donc ça va venir avec ton crédit, ton prêt Immobilier, par exemple? Ouais. Ton prêt immobilier, ça vient s'ajouter, ta carte de crédit, etc. Toutes tes dettes, en fait, sont cumulées dans une seule et même zone. Et c'est pas bon. Ouais, je comprends. Et donc, en quoi ça fait que tu regardes ton compte bancaire 12 fois par jour? Parce que c'est pas forcément obligé. Ça vient quand même à la base de toi. Tous les Canadiens font pas ça. Non, tous les Canadiens font pas ça. D'ailleurs, la plupart des Canadiens vivent de paycheck à paycheck, donc de paye de ton salaire à paye de ton salaire. Donc, c'est-à-dire que toute ta paye vient payer ta carte de crédit. Mais non, la plupart des Canadiens ne font pas ça. Parce que moi, j'ai juste une espèce de contrôle un peu excessif de mes finances. Et c'était pas toujours comme ça avant. Donc, c'est depuis que je suis arrivé ici, je me suis mis à vraiment contrôler beaucoup plus sérieusement ça. C'est pas très sain. Donc, c'est ça. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, de me forcer à moins regarder. Mais il y a un côté un peu jouissif, un peu gamification, quoi, de quelque part. En même temps stressant et en même temps excitant. C'est un peu comme Candy Crush, quoi. C'est-à-dire que c'est cool de le regarder et en même temps c'est un peu une addiction, quoi. Ouais, c'est un peu la roulette russe, quoi. Tu sais jamais si ça va être positif ou très négatif. Ok. On va parler de tout ça alors, si tu veux bien, dans ton épisode. Mais avant ça, j'aimerais bien te poser les questions parce que tu me disais que t'écoutais Histoire d'argent, donc tu les connais, mes questions. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? C'est une notion qui a évolué avec le temps, forcément. Au début, c'était une notion où j'y pensais même pas, en fait. Je dépensais sans vraiment faire attention, quoi. Je refusais même de regarder. C'était même assez intéressant parce que je refusais d'aller télécharger une application pour voir le résultat de le total de mon compte, en fait. J'étais complètement dans l'ignorance, je refusais d'accepter la vérité alors que je dépensais beaucoup. Mais maintenant, je dirais que c'est plus un outil qui me permet aujourd'hui de réaliser des projets simplement et de vivre des expériences. Mais c'est du stress aussi pour toi ou l'argent? C'est aussi du stress, ouais. Oui, parce que c'est des gros montants. Quand il y a des hypothèques et tout ça demande quand même des gros montants. J'ai 2 hypothèques, donc c'est sûr que c'est pas toujours évident. 2 hypothèques, donc tu veux dire pour ta maison, par exemple, c'est ça? Ouais. Récemment, j'ai acheté un nouvel appartement et puis j'ai mis le premier appartement en location, donc ça fait 2 hypothèques à payer avec des schedules, enfin des agendas différents. Je vais faire pas mal d'anglicisme, désolé. T'inquiète. Et moi qui croyais que les Québécois détestaient les anglicismes, tu vois, je suis perturbé. C'est parce que ta femme est canadienne ou elle est québécoise? Elle est canadienne. Donc vous parlez anglais ensemble, c'est ça? Ouais, c'est ça. On parle anglais quasiment 90% du temps. Ah, d'accord. Puis je travaille aussi pas mal en anglais, donc ça joue beaucoup. C'est quoi ton job au fait? T'es salarié ou t'es à ton compte? Okay. Je suis salarié et des fois je fais un peu de freelance à mon compte en parallèle. Voilà. Ok, d'accord. Et alors,
pour me raconter un petit peu un souvenir d'enfance marquant avec l'argent. C'est quoi le truc qui te vient quand je t'en parle? J'ai un souvenir qui va te faire rire, je pense. Mon obsession, j'ai toujours aimé le sucre et les pâtisseries. Encore aujourd'hui, c'est un vrai problème. Encore une addiction, Mickaël. Ouais, encore une addiction. Ouais, exactement. J'ai quelque chose à creuser. Mais quand j'étais petit, avec un ami, on se rejoignait pour aller sur le chemin à l'école, à l'époque où les enfants allaient à l'école tout seuls. Ouais. C'est plus le cas. Et au passage, il y avait une boulangerie et forcément, avec mon ami, on essayait de récolter un petit peu de quelques sous par-ci par-là pour aller s'acheter des bonbons. Et un des souvenirs qui m'a marqué, je crois que c'est que j'ai carrément été piqué dans le portefeuille de ma mère. Un petit billet de 10 € ou de 10 francs, je sais plus, pour aller acheter un gros bonbon, quoi, tu vois. C'était pas terrible. C'est bien. On a tous piqué à un moment donné ou à un autre, tu vois, dans le porte-monnaie des parents ou ailleurs, quoi, tu vois. C'est important aussi de venir se dire ça, quoi. Ça fait partie de l'éducation, je trouve. Ouais, mais tu vois, encore une fois, c'était un outil pour obtenir des sucreries, tu vois. Ouais. Mais, comment dire, t'as pas osé le demander à ta mère? Non. Ok. Non, j'ai pas osé. Elle aurait pas voulu? Je pense pas, non. Ok. Je pense pas qu'elle aurait voulu et je pense que je me serais fait gronder de tout ça, là, c'est... Ouais, je sais pas. Tes parents le savent toujours pas? Tu leur as toujours pas dit? Non. Tu sais, t'as peut-être entendu, mais moi j'ai vraiment toutes sortes de... J'ai des gens qui ont piqué des tas de trucs, hein. J'ai une invitée qui a piqué de l'argent à sa grand-mère qui était malade pour finir par s'acheter un scooter. Donc autant te dire que... Oui. Qui vole un œuf, vole un bœuf, quoi. Moi j'espère que je ferai pas ça. J'ai arrêté, hein, je vous rassure. T'as arrêté de voler? J'ai arrêté de voler ce genre de truc. Mais ouais. Moi je juge pas, tu sais, tu peux voler si tu veux, je comprends, on a tous nos raisons, quoi, tu vois, c'est pas un souci. Mickaël, ouais. Qu'est-ce que faisaient tes parents comme métier? Ils viennent d'où? Alors, mon père travaillait à la poste, dans les bureaux, dans les services de tri, pendant longtemps. Et puis, ma mère, elle a été secrétaire à un moment donné avant ma naissance. Après ma naissance, elle a décidé de travailler en tant que service social, donc c'est-à-dire aider les personnes âgées chez eux à nettoyer, à organiser leur maison, des choses comme ça, pour avoir des heures flexibles. Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. This summer, Instacart is bringing back your favorites from 1999 with prices from 1999. That means 90s prices on juice pouches that ought to be respected, 90s prices on box mac and cheese, and 90s prices on ham, cheese, and cracker lunches. Enjoy all those throwbacks and more at throwback prices, only through Instacart. $4.72 maximum discount per $10 of eligible items. Limit one offer per order. Expires September 5th while supplies last. Discount based on CPI comparison. Donc finalement, assez freelance, assez à son compte finalement. Ah, pour avoir des heures flexibles, ok, d'accord. Ouais, pour avoir des heures flexibles, elle faisait ça. Et donc, c'était avec des chèques, comment ça s'appelait, des chèques les CESU, là, c'est ça? Ou les chèques d'emploi? Un truc comme ça. Donc, il y avait une relation à l'argent pour elle qui était vraiment de gestion à son compte, gestion autogestion finalement. Pas de salariat. Ok. Jamais de sa vie? Avant ma naissance, oui. Avant, oui. Ouais, elle en a fait pas mal, mais c'était assez... elle est passée par plein de métiers différents, mon père aussi. Ok, d'accord. Tu dirais que t'as grandi dans un milieu plutôt aisé ou plutôt modeste? C'est vraiment la perception. Moi, j'aurais dit j'aurais vraiment dit modeste, mais en même temps, on possédait une maison. Ils avaient acheté une maison. Ben bon, c'était les années 80, les prix étaient pas les mêmes aussi. Oui. C'était pas la même chose. Mais je suis fils unique, donc oui, je dirais que modeste, mais modeste plus. Je dirais plutôt classe moyenne plus quoi. On va dire, pour être honnête avec moi-même.
Bon. Qu'est-ce qu'ils disaient de l'argent, en fait, dans ta famille? Ils n'en parlaient pas. C'était tabou. Comme pas mal de familles, je pense. Mais oui, non, c'était pas du tout un sujet. J'ai peut-être entendu 2-3 conversations par-ci par-là, mais c'était vague, c'était pas du tout un sujet particulièrement. Et je sais qu'ils ont beaucoup dépensé pour mes études. Ils ont voulu vraiment me supporter dans ma carrière artistique, puisque je suis allé dans les arts et tout ça. Et ça coûtait cher, les écoles privées et tout ça. Ouais. J'ai aussi travaillé à côté pour payer une partie. Mais ils ont fait des sacrifices là-dessus, ouais. Et ça leur allait en fait que tu sois artiste, toi, alors qu'eux-mêmes l'étaient pas? Si tu veux, il y a souvent ce truc, tu vois, cette projection de c'est pas un vrai métier, quoi, tu vois. Alors ça c'est marrant, c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont demandé, si mes parents étaient à l'aise avec ça. Et je dirais que oui, parce que ma grand-mère était un petit peu artiste sur les bords, donc il y avait déjà une certaine sensibilité. Et surtout, au-delà du fait que ce soit artiste ou que ce soit une autre carrière, que ce soit médecin, je sais pas, footballeur ou quoi que ce soit, en fait, c'était juste que mes parents voulaient me supporter dans mes désirs, dans mes projections d'avenir, quoi. Ils voyaient que j'avais une passion et ils m'ont supporté dans ce sens-là. Ça aurait pu être le football, ça aurait pu être n'importe quoi. Ils voulaient juste faire en sorte que je sois heureux et que je puisse atteindre ce qui me plaît, finalement. Ok. Et t'as grandi avec l'idée que tu pouvais faire quand même ce métier d'artiste en gagnant de l'argent malgré tout, c'est ça? Ouais, alors parce que ça, c'est aussi un truc, hein. C'est aussi une notion, en fait, quand j'ai vu que la vie d'artiste n'était pas fait pour moi parce que simplement c'est un milieu très difficile où il y a beaucoup d'ego. Et je me suis dérivé de ça pour aller vers tout ce qui est web design, tout ce qui est voilà. Donc un autre penchant artistique, mais dans le sens production industrielle, tu vois. Dans le sens c'est une utilité. C'est pas juste de l'art où tu vas aller dans une galerie et tu vas apprécier un artiste en particulier. Ça, je m'en suis écarté assez rapidement. À cause de l'ego ou parce que t'avais peur de pas trop gagner d'argent? Un peu des deux maintenant. Tu te dis, ouais, peut-être un peu des deux. Peut-être que je me suis rendu compte que j'avais un train de vie ou des désirs qui matchaient pas forcément avec l'insécurité. Je pense que j'ai un peu de mal avec l'insécurité financière d'être instable. J'aime bien quand c'est prévisible. D'où aussi le fait de checker peut-être 12 fois par jour, forcément. Il y a un indice. Il y a un indice. Et puis surtout que maintenant il y a des applications ici où tu as carrément un bouton comme InfoSolde qui t'affiche en un clic, tu vois rapidement le total de tes 4 comptes principaux, tu vois. Donc ça, en fait, c'est même pas que t'as ouvert l'application, c'est juste t'as juste appuyé sur un bouton et tu vois les chiffres, tu vois. Waouh. Donc encore plus pour ton addiction aux chiffres, quoi. Ouais. Encore plus simple. Il y a encore moins de friction, il y a encore moins d'étapes pour t'empêcher d'aller checker. C'est juste un clic. Il te livre l'héroïne à domicile, quoi. C'est vraiment. Exactement. Et elle est gratuite. Ouais, vraiment. Et donc t'es allé dans le web design. J'imagine que c'était un endroit où il y avait de l'argent. En tout cas, j'imagine au début de ta carrière. T'as quel âge aujourd'hui? Je sais même pas. J'ai 37 ans. Ouais, je fais pas 37 ans, mais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tout le monde me dit que j'ai l'air jeune, mais bon. Ah, d'accord. Non, mais dans ma tête, tu vois, tu t'es lancé dans le web design. J'imagine que t'as réussi à trouver un job assez facilement, quoi. Ouais, en fait, je suis arrivé en 2010, donc il y avait pas mal d'opportunités. Et je pense que tu l'as vu avec Mademoiselle, c'était le début des blogs, tout ça. C'était le début de YouTube aussi. Ouais. Je crois que c'était la première vidéo du joueur du grenier, c'est te dire à quel point, tu vois. Donc ça date. Mais oui, non, c'était un métier qui était en effervescence et qui a beaucoup grandi. Donc forcément, il y avait de l'argent à se faire, mais j'avais pas forcément fait mes recherches particulièrement dans ce sens-là. Okay. Juste que je me suis rendu compte avec mes collègues, avec mes premiers jobs, que eux avaient plutôt une vie confortable et que par conséquent, c'était bien payé. Ok. Et donc, ça te convenait? Ça me convenait. Après, c'est marrant parce que juste avant que je t'appelle, avant qu'on se parle, je regardais mes premières fiches de paye d'il y a plus de 10 ans en France, donc en euros.
Alors évidemment, faut pas compter l'inflation et tout, ça serait pas comparable au niveau inflation, mais je crois que c'était comme 1 500 €, donc c'était pas non plus énorme. Bah ouais. Mais j'imagine que pour toi, pour ton premier job, dans un job que t'aimes, c'est cool quoi, de gagner 1 500 balles. Ouais, c'est ça, tu te dis, oh putain, je gagne 1 500 balles en faisant ce que j'aime, en faisant des logos, en faisant des sites web et tout ça, c'était cool, tu vois, je me disais, c'est trop bien. Et je pouvais dépenser plein d'argent pour des fringues et tout, ou pour des activités. Et tu disais qu'à ce moment-là, t'étais un peu dans le déni, c'est ça, par rapport à ton argent? Tu préférais que ça n'existe pas, c'est ça? Ouais, je préférais ne pas regarder. Donc je me retrouvais des fois à dépenser à des jours où j'avais pas reçu la paye, ou j'avais pas reçu donc finalement j'étais à découvert, mais sans le savoir. Je m'en foutais. Tu t'en foutais? Ouais, je m'en foutais à ce moment-là. C'était mes parents qui avaient un droit de regard sur mon compte à l'époque, qui m'envoyaient un message des fois de temps en temps en me disant « Hey, fais gaffe quand même hein. !» Tu vois? Ouais, je vois bien. Et t'as réussi à analyser un petit peu pourquoi tu t'en foutais à l'époque de l'argent, et que pour toi c'était juste c'est pas grave, je vais dépenser des trucs? Je crois que c'était le début de la liberté de jeune adulte. Tu sais, j'avais genre 20 ans, 22 ans, un truc comme ça, donc c'était en mode oh putain, j'ai mon premier appart. Je peux vivre, je vis solo dans mon appart, je suis tranquille, j'ai pas de compte à rendre, donc je veux faire ce que je veux, je vais aller boire des coups, je vais aller voir des amis, et puis dépenser, aller dans des bars tous les soirs presque, tu vois. C'est une époque où je sortais pas mal, ouais. Et l'insouciance quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Je pense que c'était surtout de l'insouciance au final. Et ce que j'entends aussi, c'est que comme tu avais le filet de sécurité de tes parents derrière, il y avait une forme de... C'était à la fois, ok, c'est la vie de jeune adulte, mais en même temps, il y avait une partie de toi qui restait quand même un peu en enfance et qui avait encore besoin de papa-maman pour jeter un œil, en tout cas sur le sujet de l'argent, quoi. Clairement, ça a joué beaucoup là-dessus. J'avais comme une sécurité, un backup finalement, avec les parents. Et puis, ce backup-là, il est complètement parti, puisque mes parents sont décédés quand j'avais 28 ans, les deux. Donc là, plus de backup. Ah ouais. Donc, ouais. Et là, il a fallu que je prenne en main. Et là, en fait, je me suis retrouvé dans la vie d'adulte, c'est-à-dire aller chercher, à aller m'occuper, parce que je suis fils unique, donc aller m'occuper de toute l'aspect notaire, le legacy, enfin tout l'aspect l'héritage, la maison. Excuse-moi, des fois j'oublie. T'inquiète. C'est pas pour être prétentieux ou quoi, c'est juste que des fois j'ai pas les mots. Tu es Jean-Claude Van Damme et tout va bien. C'est ça. Non mais je comprends en plus ce truc d'être complice. Parfois il y a des mots mais moi aussi, hein, alors que je parle pas du tout anglais, de temps en temps il y a des mots qui me viennent plus facilement en anglais, alors que bon voilà quoi. C'est ça. Mais oui, donc comme je te le disais, j'ai dû prendre la responsabilité en fait à partir de ce moment-là. Il n'y avait plus de backup. Mais tes parents sont décédés ensemble, c'est ça, ou alors ils étaient malades? À quelques années, à quelques mois de différence, à quelques mois de différence en fait, d'un accident. Donc c'est ça. C'est un sujet un peu compliqué, mais c'est ça. En tout cas, c'était juste avant que je parte au Canada, donc c'était vraiment qu'un projet que j'avais déjà en place de partir au Canada. Ils savaient, ils supportaient ça. Ils me disaient c'est cool, bravo. Je m'étais dit au début, je pars pour 2 ans, et puis à la suite de ça, je me suis dit en fait, je vais peut-être rester un peu plus longtemps parce que nouvelle vie, parce que en fait, il y a plus d'attache quoi. T'as plus d'attache. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi? Tu disais, je suis devenu adulte. Le fait d'aller t'occuper de l'héritage, des papiers, etc. J'imagine. Enfin, de ce que j'entends, c'est que tes premières années de salariat étaient un peu. Wouhou, je suis encore vraiment un jeune adulte, dans le sens où vraiment. Et en fait, je me demandais à quel point le fait d'hériter, tu vois, de cet argent à ce moment-là, assez tôt dans ta vie, en fait, parce que je crois pas qu'on soit vraiment prêt à perdre nos parents si tôt, quoi. Tu vois, c'est encore jeune, quoi. Je me demandais à quel point ça t'avait. Qu'est-ce que tu avais fait de cet argent, en fait, tu vois, et comment tu vois ce que tu venais percevoir dessus aussi, quoi, avec le recul. Alors en fait, ça c'est pas arrivé d'un coup. L'héritage n'est pas arrivé d'un coup. C'est pas du jour au lendemain, parce que l'administration française, parce que les notaires et tout ça prend beaucoup de temps au final. Donc moi, j'étais déjà au Canada depuis longtemps, depuis déjà juste avant le Covid, hein, depuis 2019-2020 à peu près,
où là, j'ai décidé de vendre la maison de mes parents. Parce que j'étais au Canada et puis la gérer à distance, c'était impossible. Oui. J'avais personne sur place pour la gérer. Et donc, j'ai décidé de la vendre. Et là, c'est là où je me suis dit, OK, là, il y a un gros héritage. Avant, évidemment, quand ils sont décédés, il y a eu un héritage, mais c'était pas énorme. Ils n'avaient pas énormément d'économies non plus. Je me suis rendu compte de ça. Ils n'avaient pas forcément économisé beaucoup de leur vivant. Mais je te dirais, pour la partie devenir adulte, c'était vraiment la gestion des papiers, en fait. Puis là, j'étais tout seul. Je le souhaite à personne d'être aussi jeune, de devoir de gérer tout l'aspect notaire, aller visiter, aller choisir un cercueil, aller choisir les vêtements pour tes parents, pour ce genre de plein de détails comme ça qui sont hyper lourds. Oui. Annoncer à ton boss, à ton patron que tes parents sont décédés et que tu va falloir que tu prennes un mois off. Bref. Plein d'aspects. J'ai des amis qui m'ont aidé, qui est un ami notamment qui est avocat, donc qui m'a aidé à naviguer un peu dans l'administratif parce que j'étais complètement perdu. Et c'était pas mon fort du tout. J'étais vraiment encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment compliqué. Mais ouais, c'était d'un seul coup, tu deviens adulte avec beaucoup de responsabilités et l'aspect héritage est venu dans un deuxième temps. Et alors, quand tu reçois ces sous est-ce que ça a été à quel point ça a été difficile pour toi, tu vois, de vendre cette maison, qui était, j'imagine, ta maison d'enfance aussi, c'est ça? Donc, il y avait un peu ce truc de, vraiment, pour le coup, couper avec ta vie d'avant, quoi, même si tu étais parti au Canada. Et qu'est-ce que tu as fait de cette... Qu'est-ce que tu es venu projeter sur cet argent? Ça m'intéresse. En fait, c'était assez inédit, parce que tu te retrouves avec un gros montant, je pense que c'était dans les 150, 104, presque 200 000 euros, un truc comme ça. Ouais. Pour moi, en tant que jeune adulte à 30 ans, tu vois, 32 ans, avoir d'un seul coup ce montant-là, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Si je le laisse en France, je vais rien faire avec parce que je suis pas là. Je vais pas acheter, je vais pas dépenser en France. Ça sert à rien. Ma vie, elle est au Canada, et puis en plus, j'avais rencontré ma future femme, donc tu sais, j'étais là, a priori, je suis là pour rester pour un bon moment. Donc, avec cet argent, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transféré en dollars canadiens, puisque le taux de change était plus avantageux pour moi. Et puis, avec ça, j'ai acheté mon premier appart en 2019, c'est ça, juste avant la pandémie. Donc, premier appartement, je me suis dit, j'ai hésité à investir en bourse ou acheter un appartement et être tranquille à Montréal. J'ai choisi la deuxième option. Ok. Voilà. Et j'imagine que tu étais heureux d'acheter cet appart. Ouais, j'étais heureux de l'acheter. Ça m'a fait bizarre parce que là, c'était vraiment chez moi. Et puis j'étais très content de mon achat. Je me suis dit, c'est cool, ça permet d'aller dans le positif, en fait. Cet argent s'est transformé en une chose positive pour ma vie future, finalement. Même si je sais que l'origine, elle est très lourde. Et c'est pour ça que je le souhaite à personne, c'est que oui, t'as un héritage, mais comment tu l'as, ça. On a beaucoup parlé d'héritage dans Histoire d'argent. J'imagine que t'as écouté les épisodes. J'ai écouté, ça m'a beaucoup parlé. Et oui, il y a plein de gens qui s'imaginent, c'est chouette quand j'aurai un héritage, sauf que en vrai, ça implique derrière beaucoup de choses. T'es pas sûr que t'as envie de ça. Ça implique une perte, en fait, avant tout, de gagner quelque chose. Ça implique d'avoir d'abord perdu, quoi. C'est ça. Et la perte, elle était dure sur les premières années. Après, évidemment, j'ai réussi à avancer dans mon deuil et à me reconstruire progressivement. Mais oui, ça m'a donné cette opportunité de débloquer. Je pense que sinon, j'aurais jamais acheté, j'aurais jamais fait des projets financiers aussi importants. Et alors, à quel moment arrive le stress du compte bancaire alors? Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt dans le cool et tout, quoi. Tu vois, quand est-ce que ça se transforme en stress, cette histoire? À partir du moment où tu te rends compte que, et là c'est ça, et je vais parler un peu plus du système bancaire canadien dans ce cas-là, c'est que à partir du moment où tu comprends que si tu veux acheter un jour un appartement ou une maison ou même une voiture, il te faut un bon score de crédit. Et donc le score de crédit, rapidement, c'est tu dépenses de l'argent avec ta carte de crédit. Et en fonction de ton comportement d'achat, donc à savoir est-ce que tu dépenses beaucoup, mais surtout est-ce que tu rembourses à temps, c'est-à-dire dans les 20 à 30 jours,
où tu vois. Donc si t'es le 20 juin par exemple, je dois payer ma carte de crédit. Donc dans 2 jours, je devrais payer. Si je le fais pas, si je rembourse pas la totalité ou le minimum, il te donne un minimum, bah tu te retrouves avec une pénalité. On te marque comme étant ok, bon, lui, on réduit tes points. T'as un score sur 900 points. Le total c'est 900 points. Et t'as des créneaux. Donc si t'es entre 700 et 900, t'es un bon payeur. Si t'es en dessous de 700, t'es moins bon. Si t'es en dessous de 400, t'es très mauvais payeur, tu vois. Et donc, en fonction de ça, on va te louer un appartement, même c'est pas seulement l'achat, en fait, c'est quand tu cherches un appartement et les gens vont regarder si tu payes bien ta carte de crédit et donc si tu es un bon locataire, finalement. Mais donc, t'achètes rien du tout comptant, alors? C'est ça que tu veux dire? Parce que moi, par exemple, j'ai pas de carte de crédit, tu vois, j'ai pas de crédit. Ouais. Je paye que comptant. Donc, t'es obligé de payer à crédit, quoi, c'est ça? Ouais, mais c'est le système qui est encouragé, en tout cas. Il est pas obligatoire, mais si tu veux louer un appartement, on va vérifier ton code de crédit. Si t'en as pas, on va te dire non, désolé, je te loue pas l'appartement. Pareil pour acheter un appartement, acheter une voiture, des gros achats comme ça. Donc oui, on a toujours la carte de crédit, voire plus qu'une. Et tu vas avoir le compte courant, mais il faut pas l'utiliser. En général, on te dit il faut pas l'utiliser. Et puis la carte de crédit, évidemment, on te dit si tu l'utilises, on va te donner 2% de retour sur tes achats. Le cashback, c'est ça? Le cashback okay. Qui commence à arriver en France, mais comme vous n'avez pas de carte de crédit, c'est moins intéressant. Mais c'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en France, il y a un score de crédit. Mais vous le savez pas, il est pas officiel, il est pas caché. Enfin, il est caché, il est pas annoncé officiellement par les banques, mais en vrai, on est tous notés selon nos comportements d'achat. Est-ce qu'on est des découverts, est-ce qu'on a des agios, etc. Ça va jouer sur le prêt bancaire, par exemple, en France. Mais le banquier va pas te le dire. Bah oui, le coquin. C'est ça, exactement. Et comment tu sais ça? C'est que t'as des potes dans la banque qui te l'ont dit ou? Non, c'est la première chose qu'on te dit quand t'arrives, en fait. Quand tu t'installes au Canada ou aux États-Unis, tu ouvres ton premier compte bancaire en succursale. On te dit, ben voilà, ça c'est ta carte de crédit, ça c'est ta carte de débit, donc de compte courant. Voilà comment ça marche le système. Et on t'explique que si tu payes à temps, t'es un bon payeur et donc tu peux louer plus facilement ou acheter. Ok. Mais voilà. Alors, ok, donc ça c'est la base, j'ai bien compris. Ouais. À quel moment tu crées du stress autour de ça? Ouais. Ben, tu crées du stress à partir du moment où tu comprends comment ça marche. Au début, moi je m'en foutais un peu perso. J'étais ok, d'accord, le score de crédit, on verra bien. Et puis un jour on t'appelle, on te dit, disons que ça fait un moment que t'as pas payé ta carte de crédit, t'es ok ou on va devoir te flaguer, on va devoir mettre une alerte sur ton compte. Et c'est là où tu commences à flipper, où tu commences à dire oh ok, faudrait que je regarde un peu plus. Et là je commence à regarder un peu plus, puis c'est comme je te disais, c'est une drogue, tu commences à regarder, puis de plus en plus, en tout cas moi c'est comme ça que je suis tombé dans ce piège là. Et aujourd'hui tu regardes 12 fois par jour? Ouais, en moyenne, ouais. En moyenne. Ouais, en moyenne. J'ai même trouvé un truc qui est super cool, c'est que maintenant ma banque a fait un widget sur l'iPhone où tu peux voir le total de ta banque sans avoir à ouvrir. Tu ouvres ton téléphone et là tu le vois directement. Et je suis là, oh, c'est trop bien, je peux voir les montants. Pourquoi t'as besoin de savoir les montants au quotidien et jour par jour? Parce que je pense que c'est une peur de manquer, une peur qu'un jour tu te retrouves comme beaucoup de gens dans ton podcast. Je pense qu'on parlait de ça, de se retrouver à la rue, tu vois. Sous un pont. J'ai pas encore dit que je gagnais ma vie. T'as vu? Merci. Voilà. J'ai fini par l'apprendre avec tes podcasts. Merci pour ça. Mais oui, il y a ce risque, il y a toujours ce risque un peu inné, enfin un peu enfoncé très très loin dans l'enfance et dans le système éducatif autour de toi que tu pourrais un jour perdre toutes tes économies, toutes tes propriétés et te retrouver à la rue. Mais qui c'est qui t'a raconté cette histoire? Je sais pas. Parce que tu dis ça comme si c'était... alors, j'entends qu'il y a... Tu vois, c'est vraiment une peur qui est fréquente, cette peur de finir sous un pont, etc. Ou de finir à la rue.
Mais en fait, tu vois, souvent, chez les gens me racontent un peu d'où ça vient et tout. Est-ce que toi, t'as entendu des histoires où il y a des trucs qu'on t'a raconté? Moi, je te dirais quand même que ça vient aussi avec le fait d'avoir perdu mes parents et de me dire que j'ai plus de backup, que j'ai personne. À part, évidemment, j'ai ma femme et ma belle famille, tout ça, qui, si j'ai un problème, si j'ai une difficulté, je sais pas, si je tombe malade et que j'ai plus de revenus, je sais que pourront m'aider. Mais depuis que j'ai perdu mes parents et que je suis unique, en plus de ça, je sais qu'il y aura personne pour... alors, il y a les amis et tout ça, mais tu peux jamais être complètement sûr, c'est pas comme la famille, tu vois. T'as la sensation que ça a changé chez toi, ce truc d'être orphelin, tu sais, c'est... Ouais, non, mais vraiment, ça a changé ça. À partir du moment où je suis devenu orphelin, bah, ça a un peu déclenché progressivement la peur, une peur derrière de... si je perds tout, il y a personne pour me rattraper. Tu vois. Et tu te doutes bien que, enfin, en fait, ça, je comprends que ce soit vraiment une peur, tu vois, psychologique et un peu irrationnelle. Est-ce que tu as déjà fait ce travail d'aller regarder un petit peu, ok, c'est quoi mes backups? Parce que même, effectivement, si tu n'as plus tes parents, j'imagine que tu as quand même de la famille. Ouais. Ben, maintenant, j'ai ma femme et tout, mais qui peut m'aider. Et puis, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler en me disant, bah, il y a ma femme maintenant qui peut récupérer le truc si jamais je perds mon job, si jamais je tombe malade, ou que ce soit. Ouais, donc j'essaye de travailler là-dessus, mais c'est tellement, ça a été tellement un choc, la perte de devenir orphelin comme ça, que c'est dur à changer du jour au lendemain d'un seul coup de dire, ok, tu sais, c'est comme si j'avais déclenché un switch dans ma tête qui était, ok, maintenant t'es tout seul, tu vois, tu te débrouilles tout seul. Et c'est incroyable de voir à quel point derrière ce truc de regarder cette addiction, hein, clairement, de regarder 12 fois par jour ton compte en banque, il y a un truc qui est beaucoup plus lié en fait à la perte, à la peur de finir sous un pont et donc à la perte de tes parents, quoi, qui sont plus là comme filet de sécurité, quoi. C'est ça. Alors que je sais que si je rationalise ça, je me rends compte que non, il y a très peu de chances que ça arrive, tu vois. D'une part parce que je suis dans un métier où j'ai construit une carrière, où j'ai fait une réputation, où maintenant, si je perds mon job, je sais que je peux en retrouver un autre. Enfin, je sais que... Voilà. Tu le sais dans ta tête, est-ce que tu le sais dans ton cœur ou dans ton ventre? Je pense pas. Je pense que dans le ventre, c'est quand même très présent le fait que t'es mené à tout seul. Et c'est aussi le fait d'être fils unique. J'ai pas de frères et sœurs avec qui j'ai grandi et qui pourraient me rattraper. Ok. Tu vois. Et pourtant, comme tu dis, t'as une vraie carrière. Enfin, je veux dire... Tu fais donc du web design depuis... Tu fais toujours du web design, c'est ça, aujourd'hui? Ouais, depuis 15 ans. Donc, ouais, tu vois. T'as un réseau, quoi. J'ai un bon réseau. Même en déménageant au Canada et à Montréal, j'ai quand même réussi à me reconstruire un réseau au bout de 8 ans. J'ai quand même bien réussi à gérer ça. Mais oui, non, c'est ça. Bon, après, maintenant, ça s'appelle plus du web design aujourd'hui, ça s'appelle de l'UX design. De l'UX design, voilà. Tout à fait. Voilà, pendant 15 ans, j'expliquais ce que je faisais, les gens me restaient, hein, quoi, UX, c'est quoi? Maintenant, les gens ont capté, donc au moins c'est bon. Et en fait, et je me disais, en fait, même, tu vois, même cette, comment dire, le fait de voir que tu déménages de pays et que tu arrives à retrouver un job, j'imagine, assez rapidement, et donc d'avoir vu comme tu as pu rebondir, etc., c'est pas un truc qui a fait descendre cette peur? Pas particulièrement, non. Non, parce que le coût de la vie, les réalités du quotidien font que... Et puis j'ai eu un moment de stress aussi où j'ai perdu mon job pendant 6 mois. J'étais en recherche de job à ce moment-là. Et j'ai vu mes économies diminuer progressivement, la carte de crédit augmenter. Donc c'est ça, parce qu'en plus de ça, c'est très pernicieux. C'est que quand tu as atteint ton plafond de ta carte de crédit en disant tu dois rembourser, je sais pas, le plafond c'est $3,000 par exemple, il t'envoie un message en te disant hey, tu sais que tu pourrais augmenter ton plafond à $7,000. Ah ouais, tiens, oui, pourquoi pas. Quand t'as pas de job et tout, tu fais oh, ah bah c'est chouette, ça va me permettre de payer tel truc. Pas forcément une bonne idée, mais bon.
Je vous invite à écouter, je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Cynthia qui raconte qu'elle était bipolaire. Enfin, en fait, elle a découvert qu'elle était bipolaire, et que dans ses phases de haut, en fait, elle a acheté plein de trucs et donc elle allait voir la banque et que la banque lui donnait crédit illimité jusqu'au moment où ils ont dit maintenant le crédit illimité c'est terminé quoi. Oui, j'ai écouté, c'était très drôle comme épisode, j'ai beaucoup aimé celui-là. T'as ri un peu jaune, t'étais là. Ah ouais, je me suis dit, oh là, ça ressemble pas mal au système ici. Ouais. Et en fait, ouais, donc je te demandais, tu réussis pas à te détendre un petit peu, à détendre cette peur? Progressivement, je te dirais que c'est quelque chose que je me force à faire, mais c'est aussi lié à l'addiction au téléphone, d'avoir toujours son téléphone à côté de soi. Donc, je pense qu'en fait, les freins que je pourrais mettre, c'est simplement de retirer les applications de mon téléphone et me forcer à les mettre que sur l'ordinateur, parce que c'est moins attractif, c'est moins immédiat. Et puis d'enlever ce widget là. Voilà, typiquement. Et ce bouton info solde ou je sais pas quoi là. Ouais, info solde, c'est ça, mais c'est bien fait ici, c'est que évidemment l'application mobile est mieux faite que l'application ordinateur. Donc ça te donne envie d'aller sur l'application mobile. Ok. Parce que t'as l'impression que ça te pourrit un peu la vie d'aller voir 12 fois par jour comme ça ton compte bancaire? Ouais, mais en même temps je sais que j'ai pas trop le choix. Enfin c'est peut-être en vrai, j'ai le choix, mais... On a toujours le choix, Mickaël. On a toujours le choix, oui, c'est vrai. En le disant, je me suis dit, j'ai le choix. Oui, je t'ai vu dire, non, peut-être que c'est une connerie. Non, mais c'est les responsabilités, en fait. C'est les responsabilités de payer les hypothèques, de payer les frais, etc. Et c'est toujours assez aléatoire parce que t'as des surprises, évidemment. Comme je disais, ils t'envoient pas des notifications pour te dire, attention, dans 2 jours, on va te prélever de temps. Donc c'est un peu la surprise, tu vois. Chaque jour c'est la surprise de tiens, il y a un machin qui m'a prélevé tant. Mais ça veut dire que dans 2 jours, si je veux payer les $700 de l'hypothèque de tel machin, j'étais bon, mais je suis plus bon maintenant. Donc il va falloir que sinon ça va bloquer, il va y avoir une alerte. Tu vois, c'est ce genre de choses. J'entends que vous avez acheté 2 apparts, c'est ça? Enfin, t'as ton appart que t'as pas donc revendu quand t'as acheté un appart avec ta chérie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai revendu le premier appart que j'ai acheté pour en acheter un moins cher et avec moins de frais total par mois là. Puis cette année, on en a acheté un deuxième en fait. Donc on a pris la vente globale et les bénéfices du premier appartement que j'avais acheté solo, pour en acheter un premier et garder suffisamment pour un deuxième. Ok, mais donc ça te met un peu la pression, cette histoire de double appart, non? J'ai l'impression. Alors oui, mais j'ai trouvé un locataire, donc maintenant j'ai le luxe de recevoir... j'ai mon locataire qui me paye une partie de l'hypothèque du loyer. T'as beaucoup à mettre en plus? Pas énormément, mais... disons que maintenant c'est à l'équilibre. En fait, quand j'ai fait le move de faire cette gestion locative et tout ça, ça m'a mis en stress parce que là j'ai beaucoup de choses à gérer, 2 apparts, les papiers, machin, bref, pas mal d'administratifs encore une fois. Et je suis pas fan de ça puisque forcément tu comprends mon histoire, tu vois que c'est pas idéal. Tu le relis à chaque fois à ton histoire d'héritage et de mort de tes parents, etc. C'est ça? Ouais. Chaque fois que tu as de l'administratif à faire? Ouais, souvent je me dis, ça va me tomber sur la gueule et il faut que je le fasse. Ça va me tomber sur la gueule. Ouais. Ça peut être ton accroche si tu veux. Waouh. Ça va me tomber sur la gueule. Ah oui, donc c'est sûr que c'est pas très joyeux, quoi. Non, c'est quelque chose de négatif. Là, typiquement, de te donner un autre exemple. Le premier appartement qu'on a acheté, l'appartement qu'on a acheté l'année dernière, qui est en location maintenant, il y a des frais de transfert de propriété, donc il y a ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Ouais, elle s'appelle vraiment la taxe de bienvenue. C'est sympa. C'est un nom sympa pour un truc que tu payes cher, quoi. c'est ça. Plus les taxes foncières. Et ce qui s'est passé, c'est que la ville de Montréal gère ça. C'est au niveau de la ville en fait. Et ils ont envoyé de la facture de ces 2 taxes à l'ancienne adresse. Donc j'ai jamais reçu. Et
il y a quelques mois, il y a genre 2 mois, je les appelle, je dis mais comment ça se fait que je les ai jamais reçus? Il se passait quoi? Ah mais non, mais vous devez $8,000 là, tout de suite, maintenant. Et je dis ok, non mais si vous les payez pas là, les $8,000, on va commencer à reprendre l'appartement. D'accord, ok. Coup Donc, de stress. tu vois, coup de stress où je me suis dit, encore une fois, une histoire d'administratif qui est mal gérée, que je dois gérer. Et que je dois gérer. Au final, je me mets beaucoup d'obligations à gérer ça. Tu te mets beaucoup, c'est-à-dire? Je me dis, je me mets la pression en me disant, il faut que je sois au top de ça. Tu vois. Ça te fait un gros dossier pour toi. Pourquoi t'as besoin d'être au top pour gérer l'administratif? Parce que encore une fois, j'aurais personne pour le faire à ma place. Tu pourrais payer quelqu'un que tu pourrais déléguer, quoi. Ouais. Quelqu'un de spécialiste. J'essaye de faire ça avec mon comptable, mais j'ai du mal encore à faire confiance, à déléguer. Ouais. Ok. Donc, c'est ça. Peut-être que ça viendra avec. Pourquoi t'as du mal à faire confiance, Mickaël? Et confiance. Parce que non, mais c'est juste que ce comptable-là, c'est la première fois que je travaille avec lui. Je sais pas encore s'il est très bon ou pas. Donc c'est ça. Ok, d'accord. De quoi t'aurais besoin alors pour t'aider à calmer ton addiction, en dehors de débrancher Candy Crush? Ouais, c'est vraiment mon Candy Crush en fait. Ouais, c'est clair. 12 fois par jour, c'est Candy Crush. Hein, c'est ça. En plus, ils ont bien compris. Ils ont une jolie animation sur les chiffres et tout. C'est très addictif. Je vais revoir l'animation. Attends, je l'ai pas bien vu. Je le revois. Mais c'était quoi ta question, excuse-moi? Ah bah oui. De quoi t'aurais besoin pour faire en sorte de te... Je sais pas, tu vois, de te détendre par rapport à cette addiction? Peut-être débrancher tout ça et essayer de mettre des freins là-dessus, de mettre des automisations ou des bloquants pour avoir moins la tentation d'y aller finalement. Ok. Ouais. Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal. Exactly. So it doesn't need all that. Fine. Head to your nearest Boost Mobile store right now. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Bah voilà. Hein. Ou trouver quelqu'un de confiance qui peut déléguer ce genre de choses. Mais ça, je sais pas. Et comment va ta femme avec avec son rapport à l'argent? Est-ce qu'elle pourrait prendre un peu le lead là-dessus, te soulager un peu là-dessus? C'est difficile parce que elle est pas un métier, elle est pas elle a pas les mêmes revenus. Donc et puis elle est pas habituée à gérer aussi méticuleusement, aussi religieusement que je peux le faire. Ça sera moins bien fait que toi. C'est ça sera moins bien fait. Et c'est ce que je me dis, mais peut-être que ça sera mieux fait. C'est juste que j'ai pas encore essayé. Mais non, mais c'est ça, c'est que elle a grandi avec le système canadien, donc tout ce que je te disais, la carte de crédit et tout ça, les scores de crédit, en fait, pour elle c'est normal, c'est comme free money, tu vois, l'argent magique. Tu vois. Et qu'est-ce que t'as retiré de ça, par exemple, de positif? Rien du tout. Non, rien du tout. Non, mais évidemment, l'insouciance. Je dirais le positif, c'est l'insouciance. C'est la légèreté d'esprit. Ouais. Forcément, là-dessus. Donc oui, c'est sûr. Mais après, je vois les conséquences, elles sont parfois graves dans le système bancaire. Le problème, c'est toujours pareil. C'est quand tu finis par l'utiliser à outrance et en faire ne plus avoir de limites par rapport à ça. Mais je trouve que l'idée d'avoir
avoir en tête un truc qui est en fait free money, c'est incroyable. Comme d'avoir ce truc en tête qui est, en fait, c'est de l'argent gratuit. Et puis après, effectivement, tu finis par le rembourser. Mais quand tu le fais de façon un peu consciente, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Peut-être ça te détendrait peut-être un peu d'avoir l'idée que c'est de l'argent gratuit. Je tente des trucs. Hein. Tu me perches. On verra si ça. Je te rappellerai si ça a changé. Mais non, mais j'essaye progressivement de m'éduquer à ça, au fait que le prêt d'argent est quelque chose de bien vu ici. D'avoir des dettes, c'est quelque chose de bien vu, mais à condition de les rembourser. Bien sûr, toujours. C'est ça. Et il y a vraiment cette notion de, pour t'endetter, pour devenir riche, pour avoir plus de richesse personnelle, il faut t'endetter au Canada. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système d'endettement. Même, t'es plus taxé sur ton salaire que sur un prêt. Enfin, tu seras jamais taxé sur la dette, tu vois, finalement. Tu vois, sur mon salaire, je crois que je suis taxé à 35 ou 40%, ce qui est beaucoup. Sur une dette, c'était 20%. Donc tu fais, en fin de compte, ce serait mieux que je reçoive un salaire en dette qu'un salaire en... Free money! Voilà, tu vois. Parce que tu divises par deux les taxes. Même si t'es une dette. Bref, c'est cette notion-là que j'essaie de travailler. Pour ça, j'essaie de m'éduquer et puis de lire, de rencontrer des gens aussi qui ont grandi ici pour qui c'est normal la dette. On a créé un groupe avec des amis où on se voit, on essaye de se voir une fois par mois. C'est toujours un peu compliqué, ils ont des enfants, tout. Quelle idée. Oui, quelle idée d'avoir des enfants, toi-même tu sais. Mais non, mais on essaie d'avoir un espèce de groupe d'investisseurs où on parle d'argent librement, sans forcément dire combien tu gagnes, parce que c'est pas très utile. Il faut, Mickaël, il faut dire combien tu gagnes. Oh là là, c'est pas grave. Je sais. Mais après, ça crée des jalousies et tout, des fois. En fait, ça crée des jalousies parce qu'en fait, on n'en fait pas un vrai sujet. Oui, et c'est pour ça que j'aime bien écouter ton podcast là-dessus, justement, parce que ça permet de libérer un peu la parole là-dessus. Mais moi, je gagne 5000 balles par mois. Et toi, tu gagnes combien, Mickaël? Oh là. Tu m'as attaqué là. Tu m'as envoyé un pic. J'ai pas vu venir là. Je me suis pris un taclet là. Je sais pas si je peux répondre. T'es chaud. T'as chaud tout seul. Tu t'es fait un coup de chaud tout seul. Ah ouais, tu m'as mis un coup de chaud, mais vraiment violent là. Mais rends-toi compte en fait à quel point c'est dingue. À quel point Enfin là, tu vois, je viens juste de te poser une question. D'un coup d'un seul, t'as tout le système qui est en alerte totale. Ah ouais, là tu t'as allumé tous les voyants là. Mais justement, tu vois, plus on va en parler, plus ça sera normal, tu vois. Ouais. Et tu vois, quand je vois à quel point la parole s'est libérée sur plein de sujets grâce aux réseaux sociaux, etc., alors qu'avant on avait peur d'en parler, et qu'aujourd'hui c'est des discussions qui sont hyper ouvertes, je me dis qu'en fait il faut faire pareil avec l'argent, quoi. Donc c'est marrant, tu vois, avec tes potes, tu te dis ok, on va parler d'argent librement, mais attention, on dit pas combien on gagne. Non, on dit pas, surtout pas. Mais non, mais ce groupe d'amis, on parle surtout de stratégie, de comment faire réutiliser ce que tu as déjà payé dans ton prêt immobilier pour faire un autre prêt. C'est un nom, j'ai oublié sur le moment. Mais bref, on parle de stratégie, d'immobilier, de bourse, de crypto, de ce genre de sujets-là. Puis chacun a un peu des expertises différentes. Dans le groupe, il y a des Québécois, des Canadiens pure chose qui ont l'habitude du système. Ok. Et donc ça t'aide un peu? Ouais, ça m'aide un petit peu à en parler un peu plus et puis juste à écouter, à comprendre comment eux ils perçoivent l'argent, comment ils perçoivent l'outil. Qu'est-ce qu'ils en ont fait en fait pendant des années. Il y en a qui ont investi, qui ont acheté 3 maisons et ils les ont mis en location. Et ça leur a permis de développer une sécurité financière, une certaine liberté financière, où ils n'ont plus trop à réfléchir à ça, ou même travailler un peu moins. Tu sais, la sécurité, où elle est? Dans ta tête.
Dans le cœur. Dans la tête, dans le cœur, pas où tout tu veux, en toi, quoi. Et pas sur ton compte en banque, Michael. Depuis le temps que je le répète. Ta sécurité à toi, elle est où? Elle est dans ta capacité à trouver un job, à faire ce truc que tu as fait depuis des années, dans ton expertise, dans ta capacité à être capable de pouvoir passer peut-être un coup de fil et de trouver un boulot, même si tu as eu quelques mois où tu n'en as pas eu, tu vois, dans ton expertise que tu as développée depuis 15 ans. Elle est là, ta sécurité. Ouais. C'est vrai. Elle n'est pas dans ton bouton info solde. C'est ça. Exact. Mais je sais pas, il y a un côté rassurant de voir les gros chiffres comme ça qui s'affichent. Il y a un côté quantitatif, en fait, le côté rationnel, quantitatif. Parce que tu as beaucoup d'argent de côté. T'as beaucoup d'argent de côté en plus. J'ai réussi à mettre de l'argent de côté avec l'héritage et à force de me forcer à mettre de côté. Pour changer cette habitude de dépenser. T'es pété de thunes, Michael, et en plus t'as peur. Oh là là. C'est ça. C'est dur la vie. Non mais je comprends en plus, tu vois, que t'es peur. Mais oui, et je comprends aussi, tu vois, ça me touche beaucoup quand tu me dis que t'as pas de backup, tu vois, que t'as pas de filet de sécurité, qu'il y a ce truc, sans doute, tu vois, à 28 ans où c'est trop jeune en fait pour perdre ses parents et que tu te retrouves en plus enfant unique, comme tu dis, donc un peu seul au monde, quoi, tu vois. Je comprends très bien. Mais la sécurité, elle est en toi, elle est pas dans ton compte en banque. Non, c'est exactement ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que maintenant j'ai 37 ans et je vois des amis qui commencent malheureusement avec l'âge, avec leurs parents vieillissent et puis il y en a certains qui ont perdu leur père, leur mère et ça commence tout juste pour eux. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis comme ça et je les plains évidemment. C'est toujours une grosse perte, mais je me dis c'est trop jeune quoi. Ça a créé un choc sur le moment, forcément, où tu te retrouves à devoir tout gérer. Je me souviens, je vais te raconter une histoire qui m'avait comme vraiment fait exploser de colère sur le moment, parce que c'était comme trop. C'était vraiment la goutte qui débordait le vase, où tu dois récupérer plein de papiers de tes parents, évidemment, tu sais pas où ils sont. Puis t'appelles la mairie pour demander l'acte de naissance, tu vois, de tes parents. Et on te répond, mais il faut envoyer un fax. Et j'ai explosé de colère, tu vois, j'étais comme au téléphone, j'étais là, mais j'ai pas de fax, je sais pas utiliser un fax. On est en 2018, 2017. Qu'est-ce que tu veux de quoi tu me parles un fax, tu vois le truc, c'est comme hallucinant quoi. Un fax. Ah ouais. J'ai pas compris. Vraiment, ça a été le truc ultime qui m'a fait exploser ce moment, alors que je contenais vraiment ma colère et tout en me disant ok bon, t'as ça à gérer, ça fait beaucoup sur les épaules, mais on va trouver un moyen. C'est le fax qui a fait péter la colère. Je comprends franchement. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Tu vois. Incroyable. Mais oui, je comprends aussi que pour toi ça a été difficile, mais tu vois, ce que j'entends aussi, c'est que finalement la mort de tes parents, j'entends que tu as fait le deuil à plein d'aspects et tout, mais en fait elle est encore présente par certains aspects, l'aspect orphelin quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi une chose qu'on partage avec ma femme. Elle a perdu sa mère et elle a perdu son petit frère qui avait 26 ans, donc elle a vécu 2 décès très durs et assez jeunes aussi. Qui ont fait que ça nous a rapprochés aussi de comprendre ce que c'est que le deuil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait de mon âge en tout cas qui comprennent ce que c'est que le deuil véritablement, ou qui l'ont vécu et qui savent ce que ça implique en termes de croissance et à quel point c'est difficile mais aussi transcendant, libérateur par d'autres aspects quoi. Ouais, à quel point ça te fait grandir vite. Voilà, je sais pas pour toi Fab, et j'espère que tes parents vont bien et que qu'ils sont en bonne santé, mais c'est ça, c'est quelque chose que je souhaite à personne, mais c'est en même temps une étape importante, tout comme la naissance de tes enfants. La perte de ses parents, c'est la perte, t'as plus de socle en fait, t'as plus de socle personnel, et c'est toi le référent en fait, c'est toi la par devenir ton propre socle, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est très dur. Je me souviens que tu avais enregistré avec ton père il y a longtemps une histoire de daron, et c'était très touchant. Ça m'avait fait pleurer de fou, cette histoire. C'est ça. Bah ouais, mon père qui a perdu son père très tôt aussi. Il avait 30 ans, tu vois, et il avait ce truc où, en gros, j'étais à quelques mois de naître.
Et donc, je crois que pour lui, c'était hyper important aussi que son père puisse voir son fils, tu vois, et que à 4 mois près, en fait, son père est mort, quoi. Donc, oui. Et dans cet épisode, il pleure. En fait, c'était bizarre parce que donc j'avais quoi, 41, quoi. Et donc, son père était mort il y a 40 ans. Et c'est fou parce qu'en fait, j'ai découvert ce jour-là que mon père n'avait pas du tout fait le deuil de son père. Hein. C'est-à-dire qu'il est venu à en pleurer comme si son père était mort la semaine passée, quoi. Tu vois. Donc j'étais là, waouh. Oui, j'imagine que ça a touché. Je pense que ça a touché pas mal de gens aussi parce que c'était une émotion très très brute. Ah oui, clairement. Et puis en plus, ce que vous savez pas, les auditeurs, c'est que une fois qu'on a terminé d'enregistrer cet épisode, il a encore pleuré toute l'après-midi parce qu'en fait, et en fait, il venait, il repartait parce qu'il se cachait, bien sûr, mon père. Hein, il se cache pour pleurer. Et en fait, il revenait comme tous les hommes de 60 et quelques 70 balais, tu vois. Et en fait, il revenait dans le salon, il restait 5-10 minutes, et puis en fait, il repartait pleurer, en fait. Il revenait en se mouchant à moitié et tout, on était là, mais ça va, papa? Et en fait, non, c'était super dur pour lui, quoi. Ça a ouvert une sacrée porte, cet épisode. Et en même temps, il n'est pas allé chez le psy, tu vois. Oui, non, mais non. Il a jamais fait l'exercice d'aller parler à un psy. Ouais. Bah ouais, donc forcément, c'était, je crois, l'une des premières fois qu'il en parlait aussi ouvertement et aussi longuement, quoi. Donc c'était dur pour lui. Bah, c'est un beau cadeau que tu lui as fait aussi. Bah écoute, je t'avoue que merci beaucoup. Mais je savais pas du tout que ça allait partir comme ça. Et d'ailleurs, j'ai été super surpris, moi, de le voir aussi ému, tu vois, par rapport à la mort de son père. Parce que pour moi, c'était... Ok, tu vois, t'es un homme de 70 ans maintenant. C'est ça. Ouais, mais non, c'était encore très très ancré chez lui, quoi. Donc ouais, j'imagine que ça t'a touché. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Non, écoute, on a parlé un peu du groupe d'amis, ma femme aussi. C'est ça, je te dirais que sur cet aspect-là, ma femme a une insouciance financière qui, moi, me stresse énormément. Finalement, je prends son... Oui, je comprends. Je regarde ça, je fais oh mon Dieu, je voudrais nettoyer tout ça, je voudrais un peu que ça soit pas du tout quelque chose qu'elle porte avec son pré-étudiant. Alors, il y a un truc aussi, c'est que évidemment on est au Canada et aux États-Unis aussi, il y a des pré-étudiants, hein. Donc tu te traînes ça toute ta vie presque, pratiquement. Puis en plus de ça, comme l'université elle est pas à côté, il faut que tu achètes une voiture. Donc, c'est un prêt automobile en plus du prêt étudiant. Et puis après ça, tu rentres dans la vie professionnelle. Ta vie professionnelle, elle peut pas forcément te payer super bien, dépendamment de ta direction, finalement, de ton environnement. Donc, finalement, c'est quelque chose qu'elle traîne aussi. Mais elle est pas la seule. Hein. Beaucoup de gens font ça. Se retrouvent dans cette situation-là, être piégés pendant des décennies. C'est quelque chose, moi, qui me panique, personnellement. Et t'arrives pas à plutôt te projeter sur son insouciance à elle. Tu préfères garder ta peur. Ouais, non, oui, je sais que ça peut paraître un peu bizarre. Tu pourrais juste te dire, ah, putain, c'est cool la façon dont elle est détendue, quoi. Je vais faire en sorte de faire pareil. Oui, je pourrais, mais après, tu sais, j'essaie de planifier un peu en me disant, ok, on va avoir des enfants. Donc, comme le système éducatif est payant, en partie il est gratuit, en partie il est payant. C'est pas comme en France où il est pratiquement gratuit pour le moment. Mais j'essaye, tu vois, j'ai déjà prévu de l'argent de côté pour des études alors que les enfants sont pas nés, tu vois. Mais c'est comme ça, prévision à genre dans 20 ans, tu vois. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour dans les études de 20 ans des enfants qui n'existent pas encore. Et malgré tout, t'es stressé, mon bon Mickaël. Ouais, exactement. Et ça. Donc, je vais essayer de travailler sur ça. T'es pété de thunes et en fait, t'es stressé. Je dirais pas ça. J'ai une certaine modestie, en fait. Tout est relatif. Tu sais, relatif. Tout est, par rapport à Bernard Arnault, c'est sûr que t'es moins riche. Ah, mais je suis sûr que je suis le plus pauvre du cimetière comparé à Arnaud, c'est sûr. Mais non, mais c'est juste que, en fait, comme tu l'as dit, c'est relatif. Donc, je me sens pas comme spécialement riche. Parce que j'ai souvent eu l'impression que j'étais dans le middle class, dans la classe moyenne. Mais mes amis d'enfance, ils avaient mon meilleur ami d'enfance, Joseph, il a genre 3 frères. Et j'ai été chez eux plusieurs fois quand j'étais enfant. Et je sais que pour eux, ça a été difficile, financièrement encore plus.
Mais aujourd'hui, maintenant, il travaille pour une banque à Londres et en tant que gestionnaire d'actifs financiers très très gros. Donc, en fait, il s'enrichit. Il s'enrichit, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Mais c'est toujours l'impression d'être un peu middle class et de toujours être un peu en compétition avec des amis ou des collègues à savoir qui va gagner le plus et tout. Alors que c'est stupide parce que finalement, tu devrais juste être satisfait avec ce que tu as. Et je me souviens de mon premier loyer ici à Montréal, c'était comme $400 canadiens, même pas 300 €, tu vois, par mois pour vivre dans un appartement avec 2 chambres qui fait quoi, 60 mètres carrés, un truc comme ça. Pas mal. C'est ridicule, tu vois. Bon, évidemment, les prix ont changé maintenant, mais c'est vraiment relatif en fait, et je me rends compte de ça, plus le temps passe, plus ça veut rien dire en fait, c'est juste arbitraire. Tu peux être très riche mais dépenser énormément et ça veut rien dire. On a regardé d'ailleurs avec ma femme, on a regardé le documentaire de Rami Sethi sur Netflix sur les couples. C'était très intéressant de voir les différentes situations. Mais oui, non, c'est ça, tu peux avoir énormément de dépenses et être pété de thunes et finalement ça change rien. Oui. Tout comme tu peux avoir un très petit salaire et très bien cher. Et tu peux gagner beaucoup d'argent et avoir peur de manquer, toujours. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ça. Il me semble que c'est toi qui avais enregistré un podcast où tu avais interviewé une personne qui gagnait comme 1000 €, même moins de 1000 €, un truc comme ça, qui vivait c'était comme 3 profils. Je crois que tu avais fait un épisode spécial avec 3 profils différents. Peut-être que je confonds avec autre chose. Mais il y avait une situation comme ça où quelqu'un vivait très, très, très simplement et se sentait très riche. Bah oui. Ça, moi, ce qui m'a marqué, c'est le père de Certes Mathurin, qui est donc humoriste, et qui a vraiment une relation à l'argent vachement dans l'abondance, tu vois, et qui me disait qu'en fait, ses parents étaient haïtiens, donc ils ont débarqué en France. Ils étaient, autant dire, super pauvres, quoi. Et en fait, son père disait toujours, on est pauvre d'argent, mais on est riche de plein d'autres choses. Et en fait, il me racontait à quel point ça l'avait formaté, tu vois, dans une forme de richesse, en fait. Tu vois, il a pas de peur de manquer. C'est incroyable, hein. Il est vraiment en fait, on est pauvre d'argent, mais on est riche de plein d'autres choses. Je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est quoi les trucs, la richesse, elle est pas que dans ton compte bancaire, tu vois. Elle est partout ailleurs. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que c'est histoire d'argent, mais en fait, ça devrait être histoire de... En vérité, on parle pas vraiment d'argent, on parle plutôt de on parle jamais d'argent, tu sais, dans l'histoire d'argent. C'est ça. Exactement. Là, on a parlé de tes parents qui sont décédés trop tôt, tu vois. Enfin, on a parlé de plein d'autres choses que d'argent. Et en fait, globalement, c'est rare que les sujets d'argent soient vraiment relatifs à l'argent. Et c'est ça en fait que je voulais dire pour terminer, c'est que pour moi c'est plus une notion de wealth en anglais. Alors je connais pas la traduction en français de wealth, c'est difficile à imaginer la traduction de ça, mais c'est le wealth, c'est un peu ta situation, pas au sens monétaire, au sens global, au sens finalement tes assets, on va dire, tes acquis. Mais tes acquis, ça peut être ta wealth, ça peut être avoir une belle famille, une grande famille. Ça peut avoir beaucoup de temps pour toi, à aller faire des siestes, à aller faire du surf entre midi et 2. Je vois pas de quoi tu parles. Jamais je fais de sieste. C'est parce que je faisais une sieste juste avant de démarrer. C'est ça, juste avant qu'on se parle, tu me disais ça. Ouais. Mais tu sais, ça peut être, en fait, c'est comment tu définis ta richesse personnelle, pas au sens monétaire, mais au sens vraiment quelles sont tes priorités. Et tes priorités, c'est peut-être avoir du temps libre pour faire travailler peut-être 2 heures par jour, faire des projets personnels qui, pour certains, ne rapportent pas d'argent, mais en fait, c'est suffisant pour vivre, pour payer tes factures. Payer tes loyers, tes charges. C'est ça. Et pour d'autres personnes, c'est avoir plein d'enfants, avoir des moments de qualité en famille. D'autres, ça va être juste de lire un livre au bord de l'eau. Ça peut paraître simple. Mais c'est des moments aussi tout simples que d'aller lire un livre au bord de l'eau, la richesse, des fois. Et c'est quoi ta wealth alors à toi, Michael ? Le temps. Le temps libre. De gérer mon temps comme je l'entends. De pas avoir finalement le wealth, d'avoir le temps et puis de pas avoir ce stress de l'argent, de savoir que les choses roulent sans que j'y pense. Ça serait mon ultimate wealth, ça serait ça. Ok.
Bah, commence par débrancher tes apps alors. C'est vrai. C'est bon conseil. Je vais essayer de suivre ton conseil et je te reviendrai. Tiens-moi au courant. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Bon, on saura pas Avec combien plaisir. combien tu gagnes d'argent, mais en tout cas, c'était Non, très sympa. Je peux dire le salaire à l'heure. Si tu veux. Ça t'adresse pas? Ok. T'es vraiment un escroc, le salaire à l'heure. Ouais, C'est vraiment une façon de répondre à la question sans y répondre, hein, mais ouais. C'est ça. Non, mais en fait, ça veut, pour terminer avec ça, en fait, ça veut rien dire parce que ça dépend de tes taxes, ça dépend de tes dépenses, ça Bien dépend sûr. Donc, au final. Hein. Je parlais pas de mon chiffre d'affaires, moi, hein, quand je disais 5000 balles. C'est vraiment dans ma poche à la fin du mois, quoi. Tu vois. Ah, dans ta poche. Ah, ok, calcul et tout, très bien. Oui, je sais il pas, pète des mais- thunes, le Fab. Ah, ok, ok. ouais. Ouais, mais en même temps, si tu comptes aussi tes investissements et tout, qu'est-ce qui te reste vraiment à la fin dans ta poche? Je sais pas. Ouais, pas sûr. Voilà, tout est relatif toujours. Tout est relatif. Mais tu sais, ce C'est qui ça. est plus important pour moi, c'est vraiment d'avoir l'océan à côté de chez moi et comme tu dis, tu vois, de pouvoir aller me baigner le matin et de pouvoir faire la sieste et en même temps d'avoir réussi à trouver cet équilibre-là incroyable depuis 5 ans que franchement, c'était pas gagné il y a 5 piges. hein. Donc, Non, c'est ça. ouais, bien sûr. C'est Et vraiment... merci pour ce podcast parce que ça permet d'avoir vraiment des points de vue très différents de gens qui sont vraiment très très riches, les gens qui ont des vies assez standards et de voir en fait c'est quoi les valeurs et on parle juste finalement de valeurs, pas au sens financier, au J'ai sens compris. de valeurs émotionnelles. Tout le monde aura compris. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. C'est ça. C'était Ça cool. fait plaisir. Plaisir Fab. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.